Salut les amis, aujourd'hui c'est un anniversaire un peu particulier pour moi puisque ça fait 2 ans que j'ai eu mon burn-out et je voudrais revenir un peu là-dessus, essayer de comprendre parce qu'en fait avec le recul, j'ai presque l'impression que c'était un événement positif, c'était dur pendant, qui était nécessaire en fait pour mon évolution et j'ai profité que j'étais à Paris pour aller rencontrer Fabrice Midal. C'est un philosophe qui a écrit pas mal de livres, dont un qui m'a pas mal marqué qui s'appelait Foutez-vous la paix. J'ai échangé avec lui pendant une quarantaine de minutes et je voudrais vous partager ça parce que je pense que au-delà du burn-out et du stress que peut générer la vie au quotidien, ça amène pas mal de réflexions qui sont intéressantes et qui nous permettent de mieux nous accepter et mieux vivre au quotidien. Donc je vous laisse avec ça et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Ciao les amis. Bonjour Fabrice, merci Bonjour de me Nicolas. recevoir. Aujourd'hui, je vais enlever ma casquette parce que le but c'est qu'on aille creuser un petit peu certaines choses que j'ai pu vivre dans le passé, où je me pose des questions et où je pense que tu peux avoir des réponses ou au moins des orientations pour aider à comprendre ça. Et je sais que les gens qui me regardent aiment comprendre ça, parce que ça peut aussi se rapprocher de situations que eux vivent. Et souvent, quand on a un problème, les autres l'ont d'une manière ou d'une autre et c'est comme ça que j'aime partager les choses. J'aimerais commencer par revenir sur quelque chose qui est lié à mon histoire personnelle. Donc, je cours depuis 17-18 ans, j'oublie, ça fait longtemps. Running Addict a été créé il y a 10 ans. On a créé petit à petit des choses qui se sont rajoutées les unes aux autres dans tout ça. La course à pied est toujours là, évidemment, à côté. Mais au global, il y a eu des moments où ça a été trop, plusieurs fois. Et le dernier en date, le plus important, ça a été 2021, donc il y a un peu plus de 2 ans maintenant, où j'ai fait un burn-out, où j'ai littéralement dû tout arrêter parce que ça ne fonctionnait plus. Mais à ce moment-là, ce qui a été intéressant, c'est qu'en fait, aujourd'hui, je vois ça comme un événement positif parce que ça m'a... Je suis revenu chez mes parents, j'ai pris 1 mois de pause, entre guillemets, mais 1 mois de pause où, de mon côté, ça m'a permis de me recentrer sur plein de choses, de revenir avec plein de réponses à des questions qui étaient un peu dans ma tête, mais que je ne m'étais pas forcément posées. Et aujourd'hui, a posteriori, quand je lis, regarde ce que tu fais, j'ai un peu l'impression que la réponse à tout ça, pour moi, a été une forme de méditation, où dans ce mois où j'ai fait très peu de choses, mais j'étais souvent avec moi-même, à juste m'écouter et me parler, entre guillemets. Et ça, c'est quelque chose que j'ai jamais vraiment réussi à aller expliquer. Mais c'est un élément fondateur, je trouve, de ce qui m'a amené là aujourd'hui et ce qui a amené plein de belles choses par la suite. Donc c'est un peu la dualité aussi des moments très difficiles qui vont amener des moments, du positif par la suite. Qu'est-ce que ça t'inspire Il y a plusieurs points. Donc, le premier point, c'est que contrairement à ce qu'on nous raconte beaucoup, vivre des épreuves est important dans l'existence. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'idée qu'il faut qu'on soit toujours au top, positif, réussir, et que les crises sont des aveux d'échec. Alors ce que tu racontes, c'est qu'en réalité, les crises sont des occasions de repositionner, de restructurer, de reconfigurer son existence. Et je milite beaucoup pour changer complètement la perspective qu'on a sur ce qu'est une vie heureuse. Que notre idée du bonheur, c'est un état, voilà, au fond, quand on pense au bonheur, on voit le couple heureux au bord de la piscine, bronzé, tout va bien, les enfants, le chien. Quelque chose de complètement idyllique, statique, immobile. Et qu'en réalité, il faudrait se libérer de cette idée, parce que par rapport à cette idée, d'abord, on n'y est jamais, donc on se sent toujours coupable de ne pas y arriver, et donc ça nous empêche d'apprécier notre existence, et surtout, on se trompe parce que le bonheur est dynamique. C'est pas un état, c'est quelque chose qui est toujours à faire, à construire, à reconfigurer, et donc de ce point de vue-là, c'est ça qui est très important de ce que tu me dis, c'est qu'un moment de crise qui pourrait être vu objectivement comme un échec négatif, une faillite, apparaît en réalité comme une occasion d'être mise en mouvement, de repenser les choses. Et donc on voit que c'était un moment heureux, même si c'était un moment douloureux. Et donc, deuxième autre changement que je propose, c'est que donc, le bonheur est dynamique, et 2, le bonheur n'est pas lié au confort.
Le bonheur est lié au fait qu'on est en rapport à quelque chose de vrai et qu'on sent que par là, on grandit, on se découvre, on advient soi-même et que quelque chose fait sens au plus profond de soi, même si on n'arrive pas à mettre des mots, on sent là, je suis en adéquation avec moi-même, je ne suis plus à côté de moi. Donc ça, c'est les deux mouvements très importants pour repenser le bonheur. Ça, c'est le premier axe de ce que j'entends, de ce que tu me dis. Le deuxième axe, évidemment, qui est lié cette fois-ci à tout l'engagement autour de Foutez-vous la paix, c'est que peut-être que les moments les plus importants pour prendre une décision sont pas des moments où on fait quelque chose de manière décidée, volontaire, suivant un projet, mais où on laisse quelque chose du mouvement de la vie en nous œuvrer. Et notre conception de la volonté, là, moi je prends la casquette philosophe, toi t'enlèves la casquette running, moi je prends la casquette philosophe. D'un point de vue philosophique, nous sommes dans une très grande ignorance quant à ce qu'est la volonté. C'est-à-dire nous croyons vraiment, mais de manière tellement naïve, que si je veux, je peux, et que vouloir, c'est prendre une décision. Alors évidemment, toi, dans ton travail, tu vois bien que, enfin, tout ton travail, tous les conseils que tu donnes aux gens, c'est pas juste parce que vous voulez courir que vous allez courir, c'est parce que vous allez écouter votre corps, vous allez comprendre comment ça fonctionne, il y a plein de choses à comprendre. Et donc, c'est beaucoup plus apprendre à être à l'écoute d'un certain rythme qui nous permet d'avancer. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas vouloir, mais vouloir, ce n'est pas du tout une décision unilatérale, monolithique. C'est plutôt une manière d'écouter qui permet d'agir. Et donc là, c'est la même chose qui est arrivée, c'est on arrête et on se met dans un mode d'écoute qui permet de prendre des décisions. Et alors là aussi, c'est un peu surprenant, parce que pour nous, écouter, c'est passif, et la volonté, c'est actif, et il faut être actif, il ne faut pas être passif. Passif, c'est mal. Ouais. En réalité, cette opposition, elle est complètement idiote, parce que là, par exemple, est-ce que je suis plus actif quand je te parle ou quand je t'écoute ? En fait, quand je t'écoute, pour écouter, il faut être aussi très actif. C'est pour ça que les gens ont beaucoup de mal à écouter. Et donc, en fait, cette opposition, elle ne tient pas non plus la route et elle nous aveugle. Pas mal, hein, comme renversement que j'invite à faire en quelques minutes. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que il a fallu attendre d'être vraiment dans ce moment où mon corps m'a obligé à me mettre dans cet état pour le faire. Et aujourd'hui, ce que je peux voir a posteriori, c'est oui, j'ai beaucoup appris de tout ça. Il y a j'essaye de me prendre du temps pour justement méditer ou à voir si c'est une pratique méditative ou pas, parce que je ne me suis jamais réellement posé la question avant il y a quelques semaines. Donc ça, c'est une question que j'ai aussi. Mais dans les faits, il y a des moments où je le fais plus dans la difficulté que quand ça va bien et les choses... il y a le fait de prendre le temps de faire ce qu'on pourrait appeler de la prévention, si on était dans le domaine santé, et de ne pas attendre que ça soit là, je sens que ça ne va plus, donc il faut que je prenne du temps pour. Et ça, c'est quelque chose où la dualité est encore compliquée. Alors ça vient d'une autre raison, à mon avis, c'est qu'on est vraiment pris aujourd'hui par un schéma, une idéologie qui s'infiltre en nous sans que nous nous en rendions compte, qui est nous devons être tout le temps performants en nous instrumentalisant pour tirer le meilleur rendement de nous-mêmes. Alors là, c'est un peu subtil, c'est un peu le cœur de ce que j'explique dans Foutez-vous la paix. Je suis le premier à vouloir que les gens soient excellents. Si je vais voir un médecin, je veux qu'il soit le meilleur. Quand je mange au restaurant, j'adore les grands chefs. Et pour tout, je préfère travailler avec les gens qui sont au top. Mais être au top, ce n'est pas se mettre la pression pour tirer le meilleur rendement de nous-mêmes. C'est-à-dire que le modèle capitaliste d'instrumentalisation des choses pour tirer le rendement, donc on voit avec la destruction de la Terre aujourd'hui, il y a un fleuve, il faut qu'on en tire le maximum de rendement et de rentabilité, la terre, les arbres, les êtres humains qui sont des ressources humaines, on doit tirer. Donc tout ça, on le comprend, mais on ne voit pas que nous faisons la même chose avec nous-mêmes. Nous nous instrumentalisons. Et nous ne le voyons absolument pas. Tout le monde parle aujourd'hui, il faut gérer son stress, gérer ses émotions, potentialiser son capital santé, potentialiser son... Donc on ne se rend pas compte que... On a l'impression que c'est rien, c'est juste une question de vocabulaire. On ne se rend pas compte que la manière dont on parle trahit toujours une idéologie. Quand pendant longtemps, on appelait les personnes de couleur des nègres, c'était une manière, en les nommant ainsi, de les dénigrer et de leur refuser quelque chose de leur
de leur dignité profonde. Et changer la manière dont on les nomme, c'est changer la manière dont on les perçoit. Donc il ne faut pas du tout penser que la manière dont on parle, c'est neutre. C'est complètement idéologique. Nous sommes manipulés par une forme d'idéologie qui nous conduit à nous instrumentaliser. Donc c'est avec les meilleurs sentiments, vraiment, parce qu'on est vraiment des gens qui veulent bien faire, qu'on s'instrumentalise, qu'on veut surtout pas lâcher, qu'on veut vraiment réussir. Mais la manière dont on veut réussir ne nous permet pas du tout de réussir. Parce qu'au contraire, ça nous bloque, on se met la pression, on s'en veut, on s'insulte, on croit que la seule manière d'avancer, c'est de s'insulter, espèce de connard, si tu avançais, tu ferais mieux. Et donc tout ça, toute cette stratégie nous ronge. Et heureusement, parfois, notre corps craque et dit arrête tes conneries. Notre corps est un ami. Nous, on se met en colère quand on fait un burn-out, on se dit pourquoi tu m'obéis pas, mon corps, je veux t'emmener plus loin. Mais le corps dit non, là, c'est toi qui déconnes, je suis ton ami, j'arrête, il faut que tu m'écoutes. C'est intéressant parce que si on revient à plus récent et quelque chose qui va revenir un peu à de la course, 2023, janvier, mois compliqué sur plein d'aspects. Évidemment, je veux continuer l'entraînement de la même manière, avec la même intensité, avec les mêmes vouloir les réussites, parce que j'aime pas l'échec comme beaucoup de monde, et en fait je pense que ça c'est sain d'une certaine manière. C'est sain. Mais course, compétition au mois de janvier, un 10 km, rien ne va. Donc là, un peu, justement, ça me faisait sourire cette notion de s'insulter, se dire allez, on va y arriver, il n'y a pas de raison, c'est juste une question de volonté. Et retomber dans des travers, l'avantage de l'avoir vécu de manière dure, c'est qu'on s'en rend compte plus vite aussi, on se dit je suis en train de revenir dans quelque chose qui n'est pas sain. Et j'ai pu corriger un peu cet aspect-là, mais sur le moment, tu es quand même aveuglé par, même en l'ayant déjà vécu, quand même aveuglé par cette difficulté et le fait de creuser son propre trou, mais de ne pas s'en rendre compte sur le moment. C'est ça. Et c'est important de comprendre que ce n'est pas tellement notre faute, c'est qu'on respire un air, on est conditionné depuis l'enfance à cette violence contre soi-même. Et qu'au fond, réussir ses objectifs, se dépasser, c'est trouver des sources et des ressources en soi qu'on ne soupçonnait pas, mais ce n'est pas se maltraiter. C'est vraiment découvrir qu'il y a du talent, du génie, de la force, de la puissance qu'on ne soupçonnait pas, faire alliance avec quelque chose qui est plus grand que soi en soi, mais ce n'est pas ce qu'on croit. Et donc, notre volonté nous aveugle sur nos vrais possibles. Et dans la suite, et là je pense que c'est le moment que là je n'ai aucune explication encore à aujourd'hui, un mois plus tard donc, après avoir pris un peu de temps pour me poser, justement me dire qu'est-ce qui ne va pas, comment on se remet dans le bon sens. Donc je me suis moins entraîné, j'ai moins travaillé pour prendre plus de temps justement à réfléchir à comment on avance. Donc niveau forme physique, j'étais un cran en dessous du mois de janvier. Il n'y avait pas une séance d'entraînement qui se passait correctement, les allures n'étaient pas tenues, mais j'allais sur ma prochaine course en mode on verra bien, de toute manière, le but c'est le long terme, c'est d'avancer. Mais j'étais quand même toujours dans une sorte de ça ne va pas et pas en accord avec ça. Et à la veille de la course, ça ne va toujours pas. Le matin de la course, ça ne va toujours pas. À un moment, je me dis bon ok, je vais prendre une douche à 1 heure du départ. Je vais prendre une douche fraîche, 5-10 minutes, histoire de me remettre les idées en place. Et 1 heure plus tard, la course se passe comme... En fait, j'accepte de me dire, on y va, on va juste se faire plaisir à courir parce que c'est une passion. Et la course a été au-delà de toute espérance. En termes de résultats, ça a été juste exceptionnel. Et là, inexplicable en termes de forme physique, mais il y a forcément quelque chose derrière qui... Ce qui est merveilleux, ce qui est tellement merveilleux dans ce que tu racontes, c'est que c'est tellement profondément... C'est ça la vie, c'est ça être humain, c'est qu'on ne peut pas tout contrôler. Déjà, la première chose, c'est on voudrait tout contrôler et on ne peut pas tout contrôler. Et il y a... Déjà, c'est ça, c'est la magie. Il y a quelque chose comme une inspiration, il y a quelque chose qui vient en nous, qui est plus grand que nous. Donc ça, c'est déjà la première chose qui est tellement importante. Il faut qu'on fasse tout ce qu'on peut, mais on ne maîtrise pas tout. Et c'est ça la beauté de la vie. On a un rendez-vous avec quelqu'un qu'on aime beaucoup, et puis des fois,
ça match, des fois ça matche pas, des fois c'est le bon moment. Et c'est tellement important d'avoir cette ouverture-là, que quelque chose peut survenir. Et là aussi, d'un point de vue philosophique, nous sommes enfermés dans l'idée que nous avons une identité ferme, figée, identique, statique. Et la manière que je parlais tout à l'heure du bonheur comme étant pas statique, mais dynamique, notre identité aussi est dynamique. Nous sommes en mouvement. Et on change, on bouge. Chez les Grecs, pardon, la philosophie grecque avait vraiment l'idée qu'il y a des sources d'inspiration, que l'être humain est en rapport à des formes d'inspiration, à des formes qu'ils appelaient, eux, une saine folie. Platon fait très bien la distinction entre la folie aveugle et la saine folie. Et qu'il faut faire alliance avec toutes les formes de saine folie. La folie amoureuse, la folie de l'inspiration, la folie d'avoir des intuitions, de formes de guérison. Donc il fait toute une liste de choses. On peut dire que quand tu as couru, tu as fait alliance avec une forme d'inspiration qui est là, en toi, hors de toi, que tu as accepté de te relier à ça. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, quand on creuse, ce que tu racontes très bien, c'est tu veux réussir, tu prends ta douche, tu renonces, vraiment là, tu dis tant pis, parce que c'est complètement sincère, tu peux pas le fabriquer. Là, il y a vraiment quelque chose, tu te fous vraiment la paix. Et là, c'est vraiment... Et en se foutant la paix, tu te remets en rapport à quelque chose qui est plus grand que toi, la vie, le mouvement de la vie, et tu y vas. Prenons un exemple. J'ai pas mal travaillé avec des gens qui sont en souffrance et travaillé avec des psychiatres, des gens qui sont en dépression, qui sont vraiment très mal. Ils veulent comprendre comment ils vont faire pour aller mieux. Mais comment ils vont aller mieux, ça les dépasse. C'est comme si, en ne faisant rien, en étant accompagnés, en étant suivis et tout, mais dans un point de vue, c'est pas eux qui vont décider, mais la vie ne demande qu'à revenir. Il y a quelque chose du mouvement de la... Et donc, il s'agit beaucoup plus pour quelqu'un qui fait une raison de retrouver alliance avec la vie, de refaire confiance à quelque chose, en faisant des trucs qui, à première vue, n'ont aucun rapport, marcher, peut-être courir, regarder les choses, que d'un seul coup, il commence à aller mieux. Et c'est le même mouvement, qui est évidemment est lié à... On sort de quelque chose de la volonté étroite, on retrouve autre chose. Et là, moi, le point complètement extraordinaire de l'histoire que tu as racontée, c'est si je décide, pour réussir, de me foutre la paix, je vais l'instrumentaliser, ça ne marchera pas. C'est-à-dire, ce qui a marché, c'est que tu as vraiment été au bout et tu as cédé. Et à un moment, il faut céder. Ouais. Et je crois que ce qui rend heureux dans la vie, c'est à un moment où on cède et on reçoit de céder. C'est ça qui est vraiment... et c'est tellement merveilleux. J'espère que les gens qui nous écoutent voient à quel point c'est merveilleux. Parce que dans le modèle dans lequel on vit, c'est mal. Dans le modèle dans lequel on vit, tout doit être contrôlé. Et on sera heureux qu'on aura tout contrôlé. Et c'est pas vrai. Et c'est une idée de l'être humain tellement pauvre. C'est tellement plus beau de savoir qu'on a une part, mais il y a quelque chose de plus grand que nous, il y a quelque chose de vivant, il y a quelque chose qui vient nous surprendre, qu'il faut savoir... saisir, capturer, embrasser, et c'est ça au fond. On peut dire si je parlais un langage qui n'est pas du tout audible aujourd'hui, mais que j'aime bien moi, il faudrait dire le génie de la course est venu te faire coucou et tu as accepté de l'embrasser et c'est pour ça que tu as bien couru. Et au fond, c'est quelque chose comme ça parce que Ouais. Alors ça fait un peu étrange comme manière de parler, mais au fond, ça nous déstabilise. J'emploie exprès une formulation comme ça un peu étrange pour faire un pas de côté par rapport à notre manière habituelle de penser, mais qui correspond à ce que tu dis, puisque au fond, ton corps, il sait courir. Tu as plein de choses. Mais la fatigue, la peur, tout ça, empêche quelque chose que ton corps sait. Et en te foutant la paix radicalement, tu as autorisé quelque chose qui était en toi de se manifester. Et ça, c'est merveilleux. Mais je donne un autre exemple pour montrer à quel point c'est général. Moi, j'ai étudié la philosophie avec un professeur que j'aimais beaucoup, dont j'étais très proche pendant des années. J'avais un lien très fort. Et puis, il est décédé il y a 2 ans. Et j'avais organisé une soirée en hommage. Et je devais écrire un texte
impossible d'écrire le texte. C'est-à-dire, plus je réfléchissais à comment écrire le texte, plus j'étais tétanisé comment rendre 30 ans d'amitié, tout ce que je lui devais, tout ce que je fais est tellement marqué par son enseignement. Et à un moment, pareil, j'ai abandonné, j'ai dit, j'y arrive pas, tant pis. Et au milieu de la nuit, je me suis réveillé et j'ai écrit et ça y est, quelque chose s'est fait en moi. Mais ça ne veut pas dire que c'était idiot ce qu'on a fait avant. C'est-à-dire, c'était assez important. C'était pas, ça marchait pas, mais tu t'as pas renoncé. Et le fait que j'essayais d'écrire le texte, c'était pas du tout idiot. Quelque chose s'est fait malgré moi pendant ce temps-là, qui a pu œuvrer ensuite dans un autre mode. C'est très intéressant. Et ce qui est bien, c'est que tout ce qu'on se dit là, les gens peuvent y revenir, parce que la vidéo, enfin la course dont je parle, je filme mes courses, donc ils peuvent aller revoir cette course-là, écouter ce que je dis dedans et l'interpréter d'une autre manière, parce que c'est très dur à expliquer. C'est très dur, parce qu'on a... Voilà, moi je suis philosophe, donc j'ai réfléchi à tout ça, on est complètement pris par des concepts qui nous empêchent de penser notre expérience. Donc au fond, moi ce que j'ai de mettre, c'est trouver une manière de mettre des mots sur ton expérience, c'est un peu mon métier de philosophe, et c'est vrai que notre langage ne nous permet pas d'arriver à penser ce qu'on vit. Donc il y a un décalage, on sent des choses, mais tout le discours des coachs, tout le discours du développement personnel, tout le discours sur la méditation habituelle, nous empêche complètement de comprendre ça. Et ouais. J'ai un peu l'impression que cette série, justement, Imparfait, c'est un peu philosophique d'une certaine manière depuis le début, parce que ce que j'essaye d'exprimer, c'est ce que je ressens, parce que j'ai pas d'explication, mais je sais que d'autres personnes vont se reconnaître dedans. Et c'est aussi d'exprimer cet aspect « tout ne va pas bien », parce que quand on regarde ce qui est communiqué des athlètes, de tout le monde, enfin sur Internet en général, on a l'impression que tout va toujours bien. Et ce que j'essaye de communiquer, c'est que justement, non, la vraie vie de tout le monde, il y a des hauts, des bas, et il faut profiter des hauts parce que c'est agréable, mais en même temps, on n'a pas de haut si on n'a pas de bas. Et souvent, c'est les bas qui sont les plus importants. Ouais. Rétrospectivement, c'est dans des moments de bas où on n'a pas baissé les bras que les choses décisives se sont faites. Ouais. Moi, Foutez-vous la paix, donc, qui était un livre que j'ai écrit il y a 7 ans, qui a eu un immense impact et tout, c'est venu parce que j'enseignais la méditation depuis une dizaine d'années et je voyais que ça ne marchait pas. C'est-à-dire, je voyais que quoi que je fasse, les gens continuaient de comprendre que méditer, c'est une technique de gestion du stress pour être plus performant. Que méditer, c'est essayer de se calmer, essayer de se contrôler, ce qu'on voit partout, et je trouve que c'est absurde. Et j'essayais de toutes les manières de dire, mais non, tout ce qu'on raconte sur la méditation, ça ne va que vous empoisonner. Méditer pour méditer, c'est pas forcément bien, ça dépend comment on le fait. Ben, c'est comme courir, ça peut être bien, comme ça peut vous foutre en l'air. La course en soi, ça veut rien dire. Le cinéma, ça peut être formidable, le cinéma, ça peut être un outil de propagande. Donc la méditation, ça peut être bien, ça peut être aussi une manière de devenir complètement idiot, de s'instrumentaliser, de refuser de penser, de pas voir la violence sociale qui nous détruit. Parce que voilà, on voit dans des entreprises, au lieu de dire le management est fou et vous êtes poussé au burn-out par un management insensé, non, mais méditez, calmez-vous, tout est de votre faute. Donc la méditation peut être aussi une manière de rendre les gens encore plus coupables, responsables de tout. On voit aujourd'hui la méditation dans les écoles. Souvent, les enfants, quand ils sont trop turbulents, on les prive de récréation pour leur faire un cours de pleine conscience. C'est juste de la barbarie. Parce qu'un enfant qui est turbulent, il a besoin d'être écouté, il a besoin d'être aimé, il a besoin d'être compris, il n'a pas besoin d'être calmé. Enfin, c'est juste cette idée qu'il faut que tout le monde se calme. Je veux dire, voilà, j'ai passé l'âge, calme-toi, mets-toi au coin. Enfin, il y a un côté... la méditation d'impression, c'est mets-toi au coin et pour être plus performant. Ouais. Donc, j'arrivais pas, et tu vois, c'est la même chose que ce que tu racontes. J'arrivais pas... Et je me souviens, j'étais dans une formation, je formais les gens, ils ne comprenaient rien. Et à un moment, j'ai failli leur dire, mais vous êtes trop cons, ça fait 3 heures que je vous explique que méditer, c'est juste, on arrête et vous me dites que vous n'y arrivez pas, alors je vous dis qu'il n'y a rien à réussir. Mais je me dis, ça ne sert à rien que je leur dise qu'ils sont tous trop cons de ne pas comprendre ce que je dis. C'est peut-être qu'il faut que je change, moi, ma manière de penser. Et là, j'ai eu un flash, je me suis rendu compte qu'on ne comprenait pas ce que je dis sur la méditation, parce que depuis l'enfance, on est tout le temps évalué, jugé, en fonction de critères qui ne sont pas les nôtres. On a tout le temps peur de ne pas réussir. Et que peut-être
qui est aussi le lien avec ton travail, c'est que réussir impose de lâcher les critères extérieurs pour venir à qu'est-ce qui est juste pour soi, là où on est, au moment où on soit, quel est le vrai défi qu'on a à relever soi, et pas celui qu'on voit ailleurs qui nous coupe complètement de nous-mêmes. Et c'est comme ça qu'à un moment, que c'est sorti comme un cri du cœur, mais juste, ne cherchez plus à méditer, foutez-vous la paix. Et là, vous comprendrez un peu mieux le sens le plus authentique et le plus profond de la méditation, puisque moi, j'ai été formé à la méditation quand j'ai eu 20 ans, avec des maîtres extraordinaires qui venaient du monde tibétain. Donc j'avais vraiment reçu une vraie formation, pas les trucs qu'on voit aujourd'hui, qui sont complètement coachés, mais qui n'ont aucune profondeur. Donc je voyais bien que la profondeur de la méditation était complètement perdue dans un discours creux et qui rendait les gens de plus en plus malheureux. Donc c'est la même chose. Tu vois, c'est dans tous les cas, ce que tu décris, c'est une expérience fondamentale. Et que méditer, au fond, c'est ça, puisque c'était au début ta question sur l'arrêt, et que méditer, c'est d'abord se foutre la paix, arrêter tout projet, redevenir un être humain, s'autoriser à être un être humain pour rencontrer ce qui est là, absolument sans jugement. Qu'est-ce qui est là? Quelle est l'expérience que je vis là maintenant? Du coup, dernière question qui est liée à ça. Est-ce qu'on peut considérer la course en solitaire comme une forme de pratique méditative? Parce que je sais que moi j'ai un besoin, pas forcément 100% du temps, mais de courir seul, d'avoir ce moment dans la journée où je pars courir et je suis seul avec moi-même, sans rien écouter, sans juste avancer, comme si courir était automatique, mais tout ce qui se passe, c'est plus là, c'est pas ce que je suis en train de faire, l'aspect course, c'est vraiment juste ce moment où je suis avec moi-même. Je sais qu'on pense la méditation plutôt comme statique. Je l'ai vu dans la vidéo avec Grégoire, d'ailleurs, que j'incite tout le monde à aller la voir parce que j'ai volontairement pas été sur certains aspects, parce que je pense que ça a été très bien traité. On a des communautés qui sont en partie communes, donc soit les gens l'ont déjà vu, soit s'ils ne l'ont pas vu, je les incite à aller la voir, parce que c'était hyper intéressant. Et c'est ce qui m'a amené ici. Mais du coup, ça m'a amené aussi cette question, est-ce que la course peut être vue comme une pratique méditative? Alors, évidemment, il faudrait, je change un peu la question, mais il faudrait que la course ait une dimension méditative pour être heureuse. Et la méditation, quand elle est une dimension méditative, c'est que on n'est pas que obnubilé par le résultat, qu'on entre dans la joie de courir pour la joie de courir, qu'on le fait pour le bonheur de le faire, qu'on court. Ce que tu décris, c'est qu'il y a quelque chose, on entre à l'unisson avec soi, et on peut donc courir, pour dire, la course anti-méditation, c'est les gens qui courent avec leur écouteur, leur montre qui chronomètre, et ils courent pour, comme si leur corps était une machine, pour augmenter leur rendement et pour essayer de se sentir bien, mais c'est tellement mécanique, instrumental, le corps est juste utilisé. Et la dimension méditative, c'est au contraire, on est un avec son corps, on devient un avec le paysage dans lequel on court, on sent qu'on n'est plus obnubilé par le résultat, on le fait, et on sent que notre corps a une forme de grâce. Il y a une grâce qui vient parce qu'il y a quelque chose qui se fait justement par-delà la volonté. On découvre qu'il y a quelque chose de plus grand que soi qui est là, et on sent, j'imagine que tu dois sentir ça dans ces moments-là, que tu fais un avec le monde, que tu n'es plus un moi séparé qui pousse pour réaliser quelque chose, mais que c'est comme si tu étais synchronisé avec quelque chose de... Tu es synchronisé avec ton corps, tu es synchronisé avec le monde, et que la plupart du temps, malheureusement, on est désynchronisé. On a notre tête sur l'ordinateur, notre corps il est là, posé, et plein de gens croient qu'ils ont un rapport à leur corps parce qu'ils instrumentalisent leur corps en courant, mais il n'y a pas de présence. Et que la question centrale, c'est la question de la présence. Et au fond, quand tu es arrivé, on ne se connaît pas, tu m'as demandé qu'on se rencontre, et tu es arrivé, la première chose que je me suis dit, tiens, il est présent. Beaucoup de gens que je vois qui courent, tout ça, ils n'ont plus aucune présence. Je me dis, tiens, au moins il est là. Et au fond, la clé, c'est est-ce qu'on est là? Les gens, ils sont très peu là. Tu parles avec les gens, ils ne sont pas là. Tu leur parles, ils sont 20% là, et ils flottent, ils pensent à autre chose, ils sont ailleurs.
Et c'est ce manque de réalité, d'engagement et d'inscription corporelle. C'est un peu lourdingue à dire, mais voilà, notre corps, c'est notre maison. Et tout le monde dit le corps et l'esprit sont pas séparés, mais les gens vivent tous avec un corps et un esprit complètement séparés. Et c'est vraiment difficile. Donc oui, la course pourrait être une forme méditative. Maintenant, j'encouragerais tous les coureurs à méditer un peu pour toucher cette expérience et l'intégrer plus facilement dans la course. Et je pense que même 5 minutes de méditation pourrait être très bénéfique pour courir. Mais on pourrait peut-être faire juste 2 minutes de méditation tout de suite, juste pour que les gens voient qu'il ne faut pas se prendre la tête, on peut le faire assis comme on est. J'allais justement dire, c'est une bonne conclusion, parce que j'ai envie de continuer d'explorer ça, et il y aura sûrement une autre vidéo dans le futur, mais on peut initier ça tout de suite, et je ferai un suivi dans quelques semaines, mois, quand j'aurai pu avoir des retours sur ce que ça m'a apporté et comment je l'ai fait. Parce que... Donc moi je propose juste, on va faire vraiment 3 minutes. Je te conseille juste de poser les 2 pieds sur le sol, parce que c'est bien d'être un peu ancré, pour sentir son corps. Surtout, voilà, vous restez comme vous êtes pour l'instant. Gardez les yeux ouverts. Vous pouvez juste baisser un peu le regard, pour qu'il soit un peu moins distrait. Et vraiment, l'idée, c'est juste, foutez-vous la paix. Voilà, juste avant de courir, vous prenez 3 minutes, vous foutez la paix, en essayant d'être juste assis là où vous êtes. Et vous faites rien. Voilà, c'est juste l'idée que pendant quelques minutes, on fait rien, comme quand tu prenais ta douche, pour juste être présent, être disponible. Et pour vous aider, on peut commencer juste par écouter. Juste écouter tous les bruits qu'on entend autour de nous. Le silence, vous entendez ma voix. On entend le bruit des voitures au loin, ou le bruit des oiseaux, ou peu importe. Et juste on écoute. On sort de soi, on est présent, on cherche rien, on écoute. Puis après, tout en faisant rien, en se foutant la paix, on cherche rien de spécial. En plus d'écouter, on est présent à son corps. On sent le contact de notre corps sur le fauteuil, de nos pieds sur le sol. On se pose. Donc on écoute et on se pose. Et puis peut-être, toujours en se foutant la paix, sans rien faire, sans rien chercher, on remarque, mais vraiment on remarque comme ça, qu'on respire. Et on peut juste laisser la respiration se faire. On ne cherche pas à la changer, on ne cherche pas à faire ceci. On respire simplement. Puis on peut essayer, comme dans un trio de musique, de mettre les choses ensemble, écouter, être là corporellement et respirer. Et l'attitude qu'on a, c'est vraiment de se foutre la paix. C'est vraiment, si on pense, on pense. Si on a mal, on a mal. S'il y a ceci qui vient, il y a ceci qui vient. On ne cherche rien. On ne cherche pas à corriger quelque chose, à changer quelque chose. On est juste OK avec ce qu'on est en train de vivre là, maintenant. C'est-à-dire, on laisse tomber l'idée qu'on contrôle, on laisse tomber la volonté de tout contrôler pour simplement être présent. Voilà, c'est très, très court, première initiation comme ça, mais je vois, juste à te regarder, je vois que ça t'a fait du bien. Ouais. C'est impressionnant. J'espère que
On verra sur juste ton visage, on voit à quel point... Et tu vois, c'est simple. Mais ça va à l'encontre de tout ce que j'ai fait, ça va à l'encontre de tout ce qu'on croit qu'est la méditation. J'ai pas essayé de te calmer, te faire que tu te contrôles, que tu fasses le vide dans ta tête, tout ça, pas du tout. Pour autant, je me sens hyper calme. C'est ça. Ou apaisé, moi, j'aime bien dire. J'aime Ouais. bien opposer calme et paix. C'est un peu technique, mais je trouve que c'est mieux de dire on est apaisé, parce que, voilà, on est en paix comme on est. Mais ouais, c'est la même chose. Quand on veut se calmer, on s'énerve. C'est comme quand si on est énervé, quelqu'un dit calme-toi. Moi, ça m'énerve encore plus. T'es vraiment énervé, quelqu'un... Oui. Ça marche pas. Je suis quelqu'un d'assez nerveux et la pire manière de me calmer, c'est de me le dire. Voilà. Même, je suis capable de me le dire et ça marchera pas plus Bah non. moi-même. Donc, c'est vrai qu'il vaut mieux faire, comme disent les gens de l'école de Palo Alto, si t'es énervé, dis vas-y, énerve-toi, va au bout de ton énervement. Et là, d'un seul coup, pouf, tu réussis à lâcher. Donc c'est un peu ça. Voilà, après, si les gens veulent aller plus loin, ils peuvent voir mon livre Foutez-vous la paix, la méthode Foutez-vous la paix, et regarder sur ma chaîne tout ce que j'explique sur Foutez-vous la paix, et rentrer dans cette autre approche de la méditation, mais qui est une autre approche de la vie. bah, merci beaucoup, Fabrice. Merci Nicolas. Hyper intéressant. C'était merveilleux de parler avec quelqu'un qui pose des vraies questions réelles en rapport à son expérience. C'est vraiment... merci beaucoup. Voilà, j'espère que ça vous a plu.